Bonsoir, bonsoir Romane, bonsoir Guillaume, comme si je vous avais pas vu toute la journée. Bonsoir Farida. Bonsoir Maria. Bonsoir Farida, Et bonsoir Roman, Et bonsoir à toutes et à tous. bonsoir Guillaume. Voilà, je vous rappelle que nous sommes donc dans le cadre de la route de la fidélité. Pour ceux qui prendraient le train en marche, c'est le cas de le dire, eh bien nous sommes dans une action symbolique pour sauver les enfants, des plans qui sont aujourd'hui en œuvre contre leur intégrité aussi bien physique, morale que spirituelle. Nous avons pris la décision il y a quelques jours, je ne me souviens même pas du jour exact, de partir depuis la pyramide du Louvre à Paris pour rejoindre quelques jours plus tard par des chemins d'écoliers et d'écoles buissonnières, eh bien, la crypte des Sept Dormants, qui est un monument près d'une chapelle qui commémore un miracle commun aux chrétiens et aux musulmans. Ces Sept Dormants, c'est l'histoire de 7 jeunes chrétiens qui, harcelés, martyrisés, oppressés, opprimés par un empereur romain cruel du nom de Dèce en 249, finirent par se réfugier dans une caverne où miraculeusement ils plongèrent dans un profond sommeil, duquel ils se réveillèrent également miraculeusement plus de 300 ans plus tard, et ils découvrirent autour d'eux une société transformée. Ce symbole nous a paru être celui qui convenait aujourd'hui au combat que nous menons, c'est-à-dire que nous voulons nous réveiller parce que nous considérons que nous dormons. Nous considérons que le réveil des parents protecteurs en particulier est la condition sine qua non qui sauvera les enfants de la culture de mort et des plans qui les ciblent, en particulier depuis un certain nombre d'années et de manière d'autant plus vigoureuse que le temps passe. Aujourd'hui, nous allons traiter de la marchandisation de la vie humaine, comme je vous l'ai annoncé hier soir, et grâce à Maria Poumier, qui est notre invité de ce soir et qui est aussi un soutien indéfectible de tous les combats qui se sont menés pour sauver les enfants. Je te remercie Maria d'avoir accepté notre invitation, d'être présente avec nous sur la route, parce que c'est de fait une présence sur la route que tu manifestes ce soir, et tu es l'auteur principal d'un ouvrage que je vais vous montrer, que j'ai lu et qui est absolument admirable, et qui s'intitule « Marchandiser la vie humaine », qui est un ouvrage collectif avec lequel tu as travaillé en groupe, avec des gens comme Lucien Cerise ou Sébastien Renaud, grand intellectuel exilé aux États-Unis, et qui aura certainement un jour l'occasion de venir faire un live avec nous. Est-ce que tu peux nous présenter d'abord cet ouvrage et nous dire en gros de quoi il est question dans ce livre? Et en fait, quelle est cette problématique terrifiante que tu as intitulée « Marchandisation de la vie humaine » ? Bon, eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Oui, je suis vraiment de tout cœur sur cette route de la fidélité avec vous. Je trouve que le concept est absolument génial, que la fidélité, ça peut paraître un mot un peu abstrait, mais en fait, c'est quelque chose que tout le monde connaît dans sa vie quotidienne, à tous les niveaux de son existence. On sait très bien quand on commet une infidélité ou qu'on reste fidèle à quelque chose de profond, parfois malgré les apparences. Et je pense que la situation est tellement grave dans ce projet de vendre les enfants et les femmes corps et âme, en pièces détachées, globalement à une échelle énorme, monumentale, à l'échelle de la population de toute la Terre. Bon, le projet est tellement monumental que la menace qui pèse vraiment sur notre espèce, qu'on ne peut trouver de salut que dans un appel comme ça à des choses que tout le monde connaît et qui sont, comment dire, comme une sorte de fleuve souterrain. Tu vois que la science, la mode, le commerce, la propagande, la publicité ne peuvent pas atteindre, ne peuvent pas arrêter. Donc la fidélité, c'est comme un courant souterrain très puissant qui peut un jour sortir de terre, affleurer et modifier complètement le cours des choses, changer complètement un paysage, fertiliser une terre qui semblait aride, rabaisser une montagne, faire franchir des obstacles, bref, toute la puissance de l'eau. Je la vois dans cette fidélité qu'il faut ressusciter à tous les niveaux. Donc c'est une idée
Je crois que c'est toi qui l'as introduite, Farida, et je pense que c'est magnifique. Je suis sûre d'ailleurs qu'il y a des antécédents, mais j'y avais pas réfléchi, et donc c'est une très très bonne surprise d'être avec vous dans cette démarche, dans ce cheminement. On va voir ce qu'on va trouver au bout. C'est un petit peu comme un pèlerinage quand même, ce que nous faisons là. Un pèlerinage, on sait pas, on sait après ce qu'on va chercher, ce qu'on a décidé d'aller chercher, mais on sait pas très bien ce qu'on va trouver. Ce qui est sûr, c'est qu'on va trouver quelque chose de très important. Alors ce livre, écoute, après le documentaire que nous avons fait ensemble, le documentaire produit par la FAPEC, qui s'intitule Les fruits de nos entrailles. Le fruit de nos entrailles. Donc ce livre, c'est une tentative pour mettre à jour et porter à la connaissance du public tout ce que on n'avait pas pu mettre dans le film, parce qu'il y a toujours trop de choses pour un documentaire. Et j'ai eu la chance de trouver plusieurs personnes qui avaient envie de contribuer à ce projet. Donc les auteurs que tu as mentionnés, et d'autres auteurs. Donc ça fait quelque chose qui est à la fois collectif, mais où chacun a eu la place de s'exprimer. Tu vois, chacun a 30 pages à peu près, et moi-même plus, parce que je voulais vraiment dresser un tableau de la situation de la GPA dans chaque pays et différentes approches possibles du phénomène. Donc je me suis réservé une grosse part dans ce livre. Je tenais à ce que des sensibilités très diverses soient représentées dans ce livre. Parce que si tu veux, c'est notre projet, notre combat, notre obsession qui a la chance extraordinaire de pouvoir rassembler des gens absolument de tous les horizons. Alors en ce moment, par exemple, en Espagne, ils sont en train de mijoter une loi pour légaliser la GPA. Bon. Alors comme en France, au Portugal, ils viennent de voter la légalisation de la GPA dans un cadre strictement médical, donc pour les couples qui souffrent d'infertilité. Malheureusement, on sait qu'en général, ce n'est qu'une première étape et puis qu'après, il y a des lobbies qui font pression pour que ça aille plus loin. Et au Portugal, ce sont les socialistes qui sont au pouvoir depuis une date récente et qui sont à l'origine de cette démarche. En Espagne, figurez-vous que les socialistes et le parti Podemos, qui essaye d'être un parti révolutionnaire, qui change un petit peu les règles du jeu politique, ces gens-là sont contre. Bon, et en France, on a la même chose. Maintenant, le mouvement féministe a pratiquement basculé du côté résistons à la GPA, qui est tout simplement du trafic d'enfants et de femmes, l'abolition de la paternité et de la maternité, et tout ça au service de puissance d'argent. Alors, c'est réconfortant de savoir que les gens de toute conviction vont se retrouver avec nous là-dedans. En France aussi, on a une ministre de la Santé qui est assez extraordinaire, puisqu'elle vient de dire que oui, il faut aller vers la légalisation de la GPA. Et quand les journalistes lui demandent, bon, mais oui, d'accord, vous dites ça parce que vous appartenez au mouvement qui a gagné les élections et qui l'avait promis, mais est-ce que c'est votre sentiment personnel? Elle dit, oh non, moi je veux pas te donner mon sentiment personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle est complètement schizophrène. On a une femme qui est déséquilibrée comme ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Mais c'est toute la société qui est traversée par ces contradictions. On aimerait bien avoir des ministres et un chef d'État qui soit à la hauteur pour gérer tout ça avec la profondeur nécessaire. Malheureusement, tout le monde est perdu, puisqu'on a un chantage de type publicitaire, commercial. Si vous ne le faites pas, vous êtes des rétrogrades, vous vous opposez à la libération des uns et des autres, bon, n'importe quoi. Bon. C'est pas la peine de développer les points de vue des gens qui ont une conviction religieuse, parce que pour les gens qui ont une tradition religieuse, des choses solides qui organisent leur esprit, il est clair qu'on n'a pas le droit de jouer avec la création et avec la procréation. On n'a pas le droit et on ne l'aura jamais. Alors voilà ce qui nous rassemble. Qu'est-ce que tu me posais comme question? Je saluais en tout cas la convergence que vous aviez inscrite dans cet ouvrage, un ouvrage que j'ai eu beaucoup d'intérêt à lire, un ouvrage qui est assez difficile aussi à lire parce qu'il y a des passages assez crus, on rentre quand même dans des niveaux d'horreur parfois quand on parle comme tu dis, des niveaux d'horreur. On arrive sur des choses assez dures à lire. On s'imagine même pas de les vivre en vrai, mais rien qu'à lire ça, déjà, on en a la nausée. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre qui permet vraiment de rentrer dans ce qu'est la réalité des choses sur ces sujets-là, de faire sauter un peu des verrous idéologiques qu'on pouvait avoir et de voir les choses vraiment comme elles sont.
Donc voilà, donc effectivement, j'avais pas de questions particulières à vous poser. Allez-y dans ce cas. J'en ai. Tu viens d'évoquer évidemment ce qu'on appelle, nous, la grossesse pour argent, que toi tu appelles, je sais plus comment, là, le programme, enfin bref, la gestation pour autrui. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux concernant la GPA pour que nos auditeurs comprennent à la fois ce que c'est, comment effectivement on peut s'inquiéter d'une pareille procédure, et donc la définir et nous dire où elle en est aujourd'hui. Oui. Où en est l'avancée de ce programme qui est absolument mortifère. Oui, parce que effectivement, hein, quand on est un peu dans le sujet, on oublie que pour les gens, c'est encore extrêmement confus. Beaucoup de gens ne savent absolument pas de quoi il s'agit, alors que nos assemblées, nos comités d'éthique, tous ces gens-là sont prêts à légaliser. Donc, l'idée que la maternité peut être décomposée. Donc, une femme va vendre ses ovules. Les ovules, ce sont les cellules sexuelles que les femmes produisent une fois par mois, tous les 28 jours, pendant toute leur vie sexuelle active. L'ovule, hein, s'il est fécondé, donc s'il y a la rencontre avec le sperme masculin, ça fera un embryon qui, au bout de 9 mois, fera un bébé bien vivant. Donc, l'idée qu'on va couper la maternité en petites miettes. Donc, une première femme aura le droit de vendre ses ovules. Bon, pour les vendre, en principe, hein, la femme n'en fabrique qu'un par an, un par mois, pendant la durée de sa vie sexuelle active. Bon. Mais on va la bourrer d'hormones pour qu'elle en fabrique plus. C'est-à-dire qu'on fait des femmes des pondeuses, hein, des pondeuses qui doivent avoir du rendement. Donc, si je comprends Évidemment. bien, faire plusieurs ovules par mois. Oui, oui, bien sûr, le maximum. Donc pour les bonnes pondeuses, hein, ce sera des tas d'ovules à répétition pendant très longtemps. Ça finira forcément par un cancer. Enfin, on peut pas imaginer que ça finisse bien, c'est pas possible. Les femmes ne sont pas des pondeuses par nature, c'est pas possible. Alors ensuite, il y aura une autre femme qu'on va payer pour lui implanter l'embryon fabriqué à partir de cellules congelées, hein, à l'extérieur de tout corps humain, sans le moindre rapport amoureux, sans le moindre contact physique choisi par l'homme ou par la femme. Cette femme va accepter qu'on lui mette avec une seringue un petit embryon dans lequel elle n'a pas de responsabilité, ce n'est pas son bébé à elle. Ce petit embryon, c'est pareil, on va bourrer la femme d'hormones pour que son corps ne le rejette pas. Donc elle aussi, à terme, elle est condamnée, elle tombera malade, hein, parce que en plus les mères porteuses, hein, quand elles sont bonnes, hein, quand elles ont du rendement, eh ben on leur propose de faire le travail plusieurs fois, hein, jusqu'à 5 fois dans une existence, hein, après qu'elles aient eu des enfants à elles. Bon, et ensuite on va les découper, on leur fait une césarienne pour leur retirer le bébé quand il est à point, on le sort du four, mais il vaut mieux que la pauvre dame, hein, qui l'a porté pendant 9 mois soit sous anesthésie à ce moment-là et ne rouspète pas, hein, qu'elle ne fasse pas son travail d'accouchement parce que ça, elle va s'attacher au bébé. Ça reste un être humain malgré tout, hein, une mère porteuse. Donc c'est ça une mère porteuse. Et à la sortie, il y a des gens qui attendent le bébé, qui ont payé, qui ont commandé ce bébé, qui ont payé la femme, qui ont en fait payé une agence. Hein, c'est ça le truc qui est en train de se développer, des agences qui s'enrichissent à mettre en contact tous ces gens-là dans un processus d'ubérisation, c'est-à-dire où on ne respecte aucune loi nationale, où on fait voyager les cellules masculines et féminines dans le monde entier, où on cherche les clients les plus riches, les mères porteuses les moins chères, ou celles qui correspondent le plus à la demande. Par exemple, il faut savoir que des donneuses, vendeuses, hein, d'ovules, hein, ovules et ovocytes, c'est la même chose, très recherchées sur le marché, c'est les Russes et les Ukrainiennes, parce qu'elles sont blondes aux yeux bleus. Mais il y en a pour tous les goûts. Bref, ensuite, des gens achètent le malheureux bébé, hein, qui vient au monde, donc qui n'est à personne. Finalement, il a déjà été déboussolé avant de naître. Il n'est rattaché à personne. Il a été vendu. L'idéal, hein, des gens qui font la promotion de la GPA, c'est que n'importe qui puisse s'acheter ce fameux bébé. Alors, on a le lobby LGBT qui se bagarre pour que les couples homosexuels aient le droit de s'en acheter. Mais ça va plus loin, hein. L'idée, c'est que tout le monde puisse en acheter. Seulement ce lobby LGBT, il essaie de développer la demande, de fabriquer une mythologie. Parce que c'est comme pour n'importe quel produit qu'on met sur le marché. Si on n'a pas fait rêver les gens avant un produit, ben,
Ils peuvent très bien dire, oh ben non, j'en ai pas besoin, merci, remballez votre salade, ça m'intéresse pas. Donc il faut qu'ils créent la demande. Et ils spéculent sur le romantisme des homosexuels qui essayent de trouver l'amour parfait, qui ont été déçus de l'amour normal, ou qui n'y sont pas arrivés, hein, parce que c'est une défaillance, c'est une faiblesse de ne pas arriver à créer un couple fonctionnel, hein, soutenu par l'espoir, par l'amour, par la confiance dans l'avenir, etc. Donc que des gens déjà très bouleversés, hein, très malheureux, plein de douleurs, de souffrances, hein, se disent ah on va avoir un bébé comme dans les contes de fées, si vous voulez. Et voilà, c'est possible maintenant, la science le permet, les lois doivent l'autoriser puisque la science est capable de le faire, et c'est parti. Donc le lobby LGBTiste, hein, il table sur tout ça, et l'idée, donc c'est l'idée que M. Macron a promis, hein, de légaliser en France. Enfin, il l'a à moitié promis, heureusement, hein, il est dans l'ambiguïté, donc on peut toujours garder l'espoir que la pression des gens de bon sens comme nous autres ne lui permettent pas de faire cette calamité, hein, qu'exige une partie de son électorat. Bon. Est-ce que ça devient plus clair? On en est là. Alors, dans le monde entier, les débats qui ont lieu en France, hein, en France c'est en septembre, hein, que ça va être discuté à l'Assemblée nationale, ça a lieu partout dans tous les pays. Il y a des pays qui font ça d'une façon effrénée. Et puis, il y a en fait une division entre tous ces pays, hein, qui sont travaillés par ce problème épouvantable, hein, cette problématique. Hein, c'est vraiment la situation où se trouvaient Adam et Ève au paradis. Le serpent leur dit, vous pouvez devenir des dieux, vous pouvez tout faire comme des dieux. Il suffit que vous croquiez la pomme. Mais croquer une pomme, tout le monde a envie de croquer une pomme quand on a faim. Bon. Donc, tous les pays sont concernés par cette terrible tentation de se prendre pour des dieux, de tout faire à la place de Dieu, et particulièrement de faire des enfants comme ça, comme si on était nous les maîtres de notre destin. Mais il y a une grande différence entre les pays. Il y a la différence entre les pays riches, qui sont demandeurs de ventre à louer, hein, d'utérus bon marché, et les pays pauvres, qui sont demandeurs de clients, parce que en ce moment, comme on en est quand même aux premières années de développement du business, la grossesse c'est pour argent, comme le dit tellement bien Farida, hein, au point que pour moi c'est devenu le nom normal de la chose. Hein. Gestation pour autrui, c'est un euphémisme, c'est une expression fausse, hein, c'est de la novlangue, c'est une façon de noyer le poisson et de dire un mensonge à la place d'une vérité. Il s'agit de grossesse pour argent. Donc, les pays pauvres ont des classes misérables qui peuvent vraiment céder à la tentation de se dire, bah, écoutez, je vais vendre un gosse. Un peu comme dans l'histoire du Petit Poucet, il y a toujours eu des gens très pauvres, hein, capables de vendre ou de perdre ou d'abandonner leurs enfants. La misère, elle ne produit pas de beauté, hein. Elle produit de la souffrance, du malheur et du crime. Donc, des gens qui se disent, ben voilà, un gosse, ça me permettrait de m'acheter une maison. Quand on n'a jamais eu rien à soi, ben, c'est sûr que ça peut faire rêver. Donc, on a une affaire de lutte des classes, de lutte entre pays riches et pays pauvres. Les pays riches en veulent toujours plus de liberté, plus de choix commercial, plus de possibilités de faire n'importe quoi. Mais les pays pauvres, maintenant, ce sont aussi les pays où les traditions religieuses sont les plus solides. Et ce sont des pays où donc la conscience morale reste pure, vierge, intacte et forte, vivante. Et donc ces pays réagissent. Quand ils s'aperçoivent que ce que ça veut dire, quand ils comprennent, hein, qu'il ne s'agit plus de se rendre service en famille, une grande sœur qui a beaucoup d'enfants va donner l'un de ses nombreux enfants à sa petite sœur qui ne peut pas en avoir, et tout ça va se passer dans la bonne humeur parce que tout le monde est d'accord et tout le monde essaie de rendre heureux les autres membres de la famille. Non, quand les pays entiers s'aperçoivent de ce trafic, eh bien, ces pays disent on n'en veut plus. Et alors ça, c'est le mouvement. Il y a des couples stériles, non, Maria? Alors, il y a le couple stérile au départ, bien sûr, mais ça, si tu veux, c'est un autre chapitre. Je voudrais en parler à part parce que c'est l'autre aspect de la question qui n'a plus rien à voir. La situation, si tu veux, qui fait que tous les pays sont travaillés par cette schizophrénie. Alors, on légalise ou pas. La situation, c'est qu'il y a un énorme marché. Un marché estimé à 4 milliards de dollars aux États-Unis, par exemple. Bon. Donc, actuellement, le Mexique, l'Inde, le Népal, le Cambodge, la Thaïlande
sont en train de revenir complètement sur les lois qui avaient autorisé la fabrication d'enfants pour vendre aux pays riches. De même que tous ces pays, et tous les pays en général, refusent maintenant que les étrangers adoptent leurs enfants. Parce qu'ils savent très bien que c'est une façon de permettre le trafic d'enfants. Au profit, en particulier des pédophiles, mais pas seulement. Hein. Bon, de la prostitution, de toutes les horreurs possibles. Donc, la réaction maintenant contre le développement de la GPA, elle est très forte. Elle part des pays pauvres, mais elle est également très virulente aux États-Unis. Et en Europe, en France aussi, nous avons un mouvement pour l'abolition universelle, internationale de la GPA. Et ça, c'est très bien, c'est très positif. Et ça peut déboucher sur des victoires. Est-ce que dans cette résistance, effectivement, qui peut déboucher sur des victoires, grâce à Dieu, on le verra peut-être de nos yeux, est-ce qu'on retrouve tous les courants politiques, tous les courants de pensée, toutes les religions, ou bien se retrouve-t-on toujours en présence qu'avec les croyants monothéistes, dirons-nous? Non, non. Non, non, vraiment, tout le monde a la même sensibilité, parce que ça fait partie de la réaction de survie. L'idée qu'il faut défendre la paternité, la maternité et l'intégrité des enfants, que les enfants ne sont pas des pièces qu'on assemble comme un puzzle, hein, avec des morceaux qui viennent de tous les coins du monde. Non, non, heureusement, hein, ça va au-delà des sociétés traditionnelles, des religions solides hein, qui structurent les gens, parce que ça touche à l'angoisse de tout le monde. C'est pour ça que vraiment on trouve la droite, la gauche, les athées, les agnostiques, les fanatiques extrémistes, extrême droite, les gens les plus caricaturaux, si tu veux, de chaque milieu éventuellement. Mais ça représente aussi le bon sens, le truc élémentaire qui réunit, qui rassemble l'humanité. Alors, maintenant je voudrais répondre à ton autre question. Qu'en est-il de la stérilité bien réelle des gens qui demandent d'avoir le droit de faire appel à un tiers pour avoir un enfant dans leur couple parce qu'ils ont un problème médical. Alors là, c'est une question très différente et là, le problème est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que la stérilité, elle augmente dans le monde entier d'une façon catastrophique, en particulier dans les pays riches. Certainement parce que nous avons un mode de vie plus artificiel. Donc nous sommes plus pollués par des tas de poisons, par la nourriture industrielle sophistiquée, par les excès de médicaments, d'aliments, les vaccins eux-mêmes hein, qui contiennent de l'aluminium. L'aluminium est un produit qui fait baisser terriblement la fertilité masculine. Les femmes des pays riches, elles trouvent que c'est trop fatigant d'avoir des enfants, que c'est embêtant, que ça fait mal, etc. Donc elles attendent le plus tard possible pour en avoir. Puis brusquement, il y a un âge où on se dit « Oh non, ce serait trop bête de finir son existence sans avoir eu au moins un petit bébé. » Bon, malheureusement, souvent là, c'est trop tard. La nature dit « Ah ben, il fallait y penser plus tôt. Maintenant, tu t'es complètement démoli ton système reproductif, tu as eu des maladies sexuellement transmissibles, des avortements, ceci, cela. Bon, la machine ne marche plus. » Bon, donc la stérilité, elle est galopante. C'est dramatique et on nous cache complètement l'extension du phénomène. En Chine, il y aurait 40 millions de couples qui souffrent de stérilité. 40 millions de personnes, de Chinois. C'est un exemple. C'est tellement grave que, à mon avis, il y a des savants honnêtes qui ont travaillé sur ces questions-là en se disant l'humanité est en train de détruire sa capacité reproductive, tout simplement. Il faut absolument qu'on invente quelque chose pour sauver l'humanité le jour où elle ne pourra plus du tout se reproduire. Et ce n'est pas du délire, hein, ce n'est pas de la science-fiction. Toutes les populations qui sont irradiées par des bombes américaines au phosphore, à l'uranium et tout ça, bon ben elles font des enfants pleins de malformations qui eux-mêmes ou bien n'arriveront plus du tout à avoir d'enfants ou bien feront des enfants encore plus handicapés. On va vraiment sur une destruction de l'humanité en quelques générations. Donc la pression des gens qui s'aperçoivent que finalement ils risquent d'avoir bousillé leur mission humaine de reproduire l'être humain, de se prolonger dans le futur. Alors, un petit peu avec la dimension égoïste, hein, de dire mon enfant, c'est ma propriété, c'est ma chose, j'ai droit à un bébé, et puis aussi avec simplement l'instinct de reproduction de l'espèce, qui est un instinct généreux et ouvert. Donc, tous les gens qui attrapent cette angoisse terrible, hein,
parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants au moment où c'était possible, quand ils étaient jeunes, ils n'en avaient pas envie, ou bien même tout jeunes, déjà ils étaient handicapés, ils ne pouvaient pas. Tous ces gens-là, ils exercent une énorme pression, bien sûr, sur les savants et sur les agences qui sont prêts à faire du fric avec leur angoisse. Alors là, c'est très très grave parce que je crois qu'il y a un vrai danger de stérilisation complète de l'espèce humaine. Pourquoi est-ce que ce n'est pas exagéré d'y penser? Parce qu'il suffit de voir ce qui se passe dans le monde animal et végétal. Toutes ces techniques pour fragmenter la reproduction, la contrôler, la maîtriser et empêcher la reproduction sauvage, elle a été expérimentée dans les élevages. C'est ce qu'on fait avec les chevaux, les vaches, les cochons depuis plus d'un siècle. Là, il y a aussi la question du tri. Il est évident qu'une agence qui va vous vendre un projet de bébé, elle va vous vendre l'idée que vous aurez un bébé parfait, un bébé mieux que les autres, mieux que les bébés faits naturellement au lit en 5 minutes. Donc, on va vers une sélection. On pourra revenir après sur les détails. Mais de ce côté-là, si tu veux, on est dans le même processus de sélection des races animales, la fabrication des races de chiens à partir du loup d'origine, c'est une fabrication absolument humaine. C'est la maîtrise humaine de la génétique qui a été très 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 poussée, en particulier sur les chiens et tous les animaux domestiques, mais c'est sur les chiens que c'est le mieux connu. Mais on sait très bien ce que ça donne dans le domaine végétal. C'est la question des OGM. Des organismes qui ont un rendement extraordinaire peuvent paraître plus puissants, des plantes plus belles, plus productives, plus riches, mais qui sont avec stériles. Deux défauts terribles. Ils ne peuvent pas se reproduire. Les modifications génétiques, elles condamnent le très beau produit. Et puis, d'autre part, ce sont des produits extrêmement fragiles et qui s'appauvrissent au fil des générations. Donc, c'est pour ça qu'il y a une aberration dans l'idée que la science peut régler le problème de la stérilité avec la fabrication d'humains parfaits ou d'humains meilleurs que les humains que la nature a fait jusqu'à maintenant. C'est aberrant. Alors, on le sait pour les excès dans la fabrication de races animales et dans le désastre qu'a été toute la manipulation génétique du végétal dans les 50 dernières années. On commence à le savoir. La désertification de la planète par l'action des OGM avec tous leurs effets en chaîne, ça y est, c'est connu. Donc on va vers ça aussi pour l'être humain. Voilà les choses terribles qui expliquent notre préoccupation, notre souci et ce que ton mouvement, Farida, a d'original, c'est de dire face à la gravité du problème, il n'y a qu'une solution, c'est de faire confiance au bon Dieu. Exactement. Et je pense qu'effectivement, c'est la seule solution. On va d'abord dire au bon Dieu, écoute, tu vois notre souffrance, maintenant on se met à ton écoute, on se met à ton service et essaye de nous guider pour que le pire n'arrive pas. Ce sont les histoires qu'on trouve 1000 fois dans la Bible, les histoires de peuples condamnés à cause de tous leurs vices, c'est Sodome et Gomorrhe, mais on a eu aussi l'histoire de Jonas. Il y a tout le temps des cas où l'histoire de l'Arche de Noé, où la société humaine produit tellement de crimes que la seule solution, quand on regarde un peu d'honnêteté et de vision de l'avenir, un peu plus que le reste de ses contemporains, c'est de dire, bon, Dieu, je veux me sacrifier, je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire. Donc je t'écoute et puis tu vas bien nous donner des solutions. On va trouver. Mais écoute Maria, c'est admirable, voilà, tout ce que tu viens de nous dire est absolument à la fois renversant sur le plan de la recherche rigoureuse que tu as faite avec cet ouvrage, et c'est aussi absolument bouleversant de voir à quel point tu comprends la démarche que nous sommes en train de mettre en œuvre actuellement, à laquelle évidemment tu t'associes ce soir, à laquelle tu t'es associé de tout temps depuis que tu te bats pour que justement cette humanité ne sombre pas dans l'abîme vers laquelle elle se précipite pourtant à son corps défendant peut-être, je ne sais, de plus en plus vite.
je voudrais te dire combien je suis bouleversée par tout ce que tu viens de dire et combien nous avons besoin de toi dans ce combat, combien il est extrêmement précieux que les travaux qui sont les tiens soient connus. Donc je vais remontrer le livre que tu as écrit principalement comme première plume, accompagné de différents auteurs, qui s'intitule donc Marchandiser la vie humaine. Et c'est un livre qu'on peut trouver où, Maria? Ben écoute, dans toutes les bonnes librairies, sur Amazon, hein, l'éditeur, c'est Le Retour aux sources. Très bien. Un éditeur qui est tout à fait sur la même ligne que nous, tu vois. On retourne à la source, au fondamental. Et on est sûr que c'est là qu'on va trouver les solutions. Alors il est évident que c'est ce retour au sacré que nous appelons de nos voeux, car nous sommes en effet, comme tu l'as dit, face à la déferlante qui est en train de se, comment dirais-je, déverser sur l'humanité tout entière. Nous ne sommes que de pauvres airs, de pauvres fétus de paille, ballottés violemment, de manière extrêmement perverse, sur cet océan de destruction. Et aujourd'hui, nos regards, nos cris, nos supplications se tournent vers le ciel. Mais nous voulons aussi, à cette occasion, nous adresser aux familles, en particulier aux parents protecteurs, pour que, comme les 7 d'Hermant, ils finissent eux aussi par se réveiller. Et ils ne pourront en effet se réveiller, comme tu l'as dit très justement Maria, qu'à la condition qu'ils se dirigent eux aussi vers le sacré. Alors on ne veut pas sacrifier les athées ou les agnostiques parce que notre amour est assez grand en direction de l'humanité pour que nous réclamions qu'ils soient sauvés et que leurs enfants soient préservés aussi. Ça pour nous il est extrêmement important de l'exprimer et je voudrais que ce soit compris que notre mouvement n'est un mouvement contre personne au sens personnel du terme, mais que c'est un mouvement en faveur des enfants, en faveur de la civilisation qui doit se transmettre d'une génération à l'autre et qui veut éviter la barbarie finale qui a pour objectif en effet de sacrifier ce que nous avons de plus cher, c'est la génération qui nous suit, celle que nous avons portée dans nos reins et dans notre ventre. Alors à ce propos, quand tu parles de GPA, nous avons parfaitement compris de quoi il s'agissait. Est-ce que tu pourrais aussi nous faire une explication aussi claire que tu sais le faire sur ce qu'on appelle la PMA, parce que là encore les sigles viennent se balader dans l'espace public, en particulier dans les médias mainstream, et les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Nous l'avons appelé, je l'ai appelé la paternité malheureusement absente. Est-ce que tu peux nous dire toi Est-ce que tu peux nous dire ce que tu peux nous dire, toi, avec le fruit de tes recherches, effectivement, de quoi il en retourne de cette paternité malheureusement absente, de cette PMA que les médias mainstream appellent la procréation médicalement assistée et qui rejoint dans l'esprit aussi la GPA que tu viens de nous décrire. La PMA, c'est le premier degré de la manipulation de l'organisme féminin pour lui faire produire l'embryon, le bébé que cet organisme féminin n'arrive pas à fabriquer. Bon, c'est tout. Alors, la PMA, bien sûr, hein, c'est comme partout, elle est toujours justifiable pour les gens qui ont une souffrance sur laquelle les médecins peuvent apporter un remède. Mais c'est très difficile hein, de définir où commence la souffrance, où commence le remède, jusqu'où est-ce qu'on a le droit de, etc. Donc, la PMA, j'ai un peu de mal à expliquer parce que c'est très complexe, hein, mais c'est une étape. Ce qu'il y a avant, c'est la question du droit à l'avortement, et ce qu'il y a après, c'est la possibilité d'acheter un bébé et d'acheter les cellules sexuelles et tout le processus hein, en pièces détachées, et éventuellement, un jour ou l'autre, de fabriquer des enfants sans même qu'il y ait une maman qui puisse dire je suis la mère pour telle ou telle raison, ou à tel titre, ou partiellement la mère. Bon, l'utérus artificiel, il n'y a plus besoin de femme du tout. Si on fait une PMA, donc on va féconder l'ovule d'une femme à l'extérieur de son corps. Au départ, c'est simplement ça. Parce que ça ne marche pas dans ces tuyaux, bon, il y a quelque chose qui coince. Bon. Mais si on arrive à féconder son ovule, d'abord on va lui dire, bah, écoutez, on vous stimule pour que vous fabriquiez un petit peu plus d'ovules, parce qu'il faut il faut avoir quand même plusieurs possibilités. Si ça rate hein, avec un seul ovule, il faut qu'on ait un ovule de rechange. Résultat, on va se retrouver avec de nombreux embryons dont seulement 1 ou 2 vont être conduits vers
une grossesse et donc faire des bébés à terme. Et les autres, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien, ils sont devenus du matériel de laboratoire, ou bien ils sont congelés et stockés jusqu'à ce que finalement plus personne ne s'y intéresse et qu'on puisse les mettre à la poubelle. Le processus étant un tri sélectif en 36 000 étapes. On va trier les ovules, trier les cellules masculines, hein, les spermatozoïdes des messieurs qui vendent leur sperme. C'est pareil, hein. C'est aberrant, mais il y en a qui le font. C'est anonyme en plus, hein. Bon, ce marché-là, il existe aussi. Ensuite, on va trier dans les embryons et après même, hein, une fois qu'on arrive à mettre enceinte une femme avec des tas de morceaux qui ne lui appartiennent pas, eh ben si ça se trouve, elle va développer trop d'embryons, des jumeaux, des triplés, des handicapés, des à moitié ratés, des à moitié réussis. On va lui dire bon, écoute, c'est pareil, là on va en garder un seul, hein, celui qui a l'air le plus costaud. Les autres, on bazarde. Donc maintenant, il y a des gens qui disent toute bonne femme douée, dotée d'un utérus, donc capable de porter un enfant, doit avoir le droit de mettre ce qu'elle veut dans son utérus et d'avoir un gosse qui sera sa propriété privée. Non, c'est pas normal. Donc la PMA pour toutes, c'est-à-dire pour n'importe quelle bonne femme qui dit oh j'ai envie d'avoir un bébé, comme tout le monde, voilà. Eh ben non, non, c'est pas possible. Les femmes, si elles ont besoin d'une bonne claque, il faut la leur donner. Qu'elles comprennent que non, ce n'est pas leur mission sur Terre de faire ce qu'elles veulent. Donc à une certaine étape, il y avait une revendication féministe légitime parce que le pouvoir masculin abusait. Et dans beaucoup de sociétés, ça reste quand même, si tu veux, le cas de figure général. Dans nos sociétés actuellement, non, ce n'est plus valable. Alors moi, je suis très heureuse. Parmi les féministes les plus radicales de ma génération, il y en a, en particulier Madame Bonnet, historienne, qui sont sur la même ligne que moi, absolument horrifiées par l'abolition de la paternité, du droit de l'homme sur son enfant et de la maternité au sens plein. Donc, c'est toute une dynamique actuellement de retour en arrière du féminisme occidental, et ça, c'est bien. Alors, ça rejoint bien sûr les questions qui te passionnent, Farida, l'éducation des enfants. On apprend, il faut absolument apprendre aux enfants qu'il y a des barrières. Sans ça, on fait des enfants qui sont détraqués. On fait des adultes qui sont des larves. Des enfants à qui on dit ah ben si tu veux aujourd'hui t'es un garçon, demain t'es une fille, puis de toute façon il faut tripoter tout le monde pour être sûr de pas passer à côté d'un grand plaisir d'existence. Bon, ben, tu fabriques des larves. Je conseille à tout le monde de se tourner vers la tradition religieuse de ses parents, de ses grands-parents, parce que justement là ils vont retrouver un sens à leur existence. Je viens de gens qui ont souhaité fonder une famille, souhaité rencontrer l'amour, souhaité être des gens bien, des gens fidèles au projet divin de la création. Ils y sont arrivés plus ou moins. Nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, etc. On a tous des ancêtres plus ou moins sympathiques à nos yeux, pour autant qu'on sache un petit peu qui ils étaient. Mais tous nos ancêtres, ils ont été portés, ils ont été soutenus. Leur raison de vivre, c'était l'idée, je vais essayer de faire quelque chose de bien, de conforme à la nature et au sens de la vie. Eh bien, il faut continuer. Il faut absolument retrouver ça. Et ça donne de l'équilibre. Pour les gens très déprimés, très déjantés, très malheureux, mais ils vont retrouver le sens de leur vie. Quelque chose qui est très remarquable, je trouve. Je m'excuse si je suis un peu trop longue. Non, je m'arrête là. Non, attends. Un truc très remarquable. Moi, je lis pas mal ce qu'il y a sur les sites catho. Toutes tendances confondues, les extrémistes et ceux qui sont plutôt, mais comme tous les gens qui sont autour de moi, des gens un peu catho, pas trop, vaguement en colère contre Dieu, mais enfin quand même, un mariage à l'église c'est plus joli que, et puis un enterrement à l'église aussi c'est plus sympa que faire les trucs juste à la mairie, au cimetière et hop là. Non. Eh ben tous ces gens-là. Qu'est-ce que je disais? Oui. Toute cette presse et les sites catho multiplient les histoires merveilleuses qui sont comme des contes de fées. Parents d'enfants atrocement handicapés qui sont des parents heureux. Alors, parfois, franchement, ça fait rire. Tu te dis, mais c'est pas vrai. Les cathos, alors, c'est que les parents handicapés. Bon, c'est tout. Les autres, ils sont pas cathos. Il faut avoir un enfant handicapé pour avoir une raison de devenir catho. Bon. Mais c'est une preuve, c'est simplement par ce phénomène qui, en fait, est marginal. C'est une preuve que, justement, les épreuves terribles des gens qui se retrouvent avec un enfant qui n'est pas du tout l'enfant dont ils ont rêvé,
eh bien ces gens-là, ils arrivent à retrouver de la force, du bonheur, des raisons de donner du bonheur à d'autres gens. Bon, mais tout ça, c'est la puissance de l'esprit. Cette puissance de l'esprit, ben, elle peut concerner tout le monde, pas seulement les parents handicapés. Et ça marche, hein. On a vraiment tellement d'exemples. Il faut se rattacher à ces exemples, hein. Ça marche. Notre histoire, elle marche. Notre fidélité, elle va nous amener quelque part. Alors, J'arrête. Maria, je vous remercie beaucoup pour cet exposé, hein, c'était vraiment super. J'ai des questions qui me viennent à l'esprit concernant ce que vous développiez dans le bouquin. La première, en fait, c'est la question d'esclavage. J'avais cru comprendre, effectivement, en lisant un texte du bouquin écrit par un collectif d'anciens esclaves qui, du coup, eux, connaissent bien l'esclavage et savent le reconnaître dans ses nouvelles formes, que la GPA constitue une forme d'esclavage moderne. Est-ce qu'on peut considérer, effectivement, que la GPA, la légalisation de la GPA reviendrait à réinstaurer l'esclavage dans le droit français? Est-ce que vous pouvez, ou des pays qui l'adoptent? Oui, oui. Oui, alors le collectif Armada, hein, qui s'exprime dans le livre, c'est un collectif d'Antillais, principalement de Guadeloupéens. Donc ce sont des descendants d'esclaves, hein, et des gens qui savent par leur histoire familiale à quel point l'esclavage a été cruel. Et comme c'est une négation pas seulement de la liberté de bouger et de gagner de l'argent, mais la négation de la dignité de la personne. Être mis en esclavage, ça veut dire être traité comme une chose, à la fois comme une chose, comme un objet de consommation, un bien immobilier, un bien quelconque, et comme un animal, une bête de somme, une propriété vivante dont on a le droit de faire ce qu'on veut. Bon, c'est insupportable. Donc, les gens qui ont cette expérience par la mémoire de leur famille, eh bien, ils repèrent très bien le renouvellement de cette dégradation de l'humanité dans le marché des enfants. Et de toute façon, alors là, c'est le terrain des juristes. Les juristes français font un travail formidable, bon, pas tous, hein, mais quand même, hein, un certain nombre de juristes français font un travail formidable pour montrer que justement, tous les contrats de GPA sont des contrats esclavagistes. Parce que la nouvelle définition de l'esclavage, elle consiste à dire l'esclavage, c'est c'est renoncer à sa souveraineté sur son propre corps. Donc, le fait qu'une femme porte un enfant pour quelqu'un d'autre, eh bien, pendant 9 mois, elle est l'esclave des acheteurs de son bébé. Et ce bébé qui a été acheté, ben, c'est un enfant esclave. Hein, puisqu'il a été acheté, il pourrait être vendu. Et le rapport, d'ailleurs, des acheteurs avec cet enfant, qui sont censés avoir voulu avec grand amour et grand désintéressement, c'est un rapport de propriétaire. Si ces enfants ne donnent pas satisfaction, s'ils sont handicapés, ils les rendent à l'expéditeur, hein, ils n'en veulent plus. C'est pas des rapports de parents, ce sont pas des rapports d'amour. Donc, on a vraiment reconstitution de toute la dégradation de l'être humain par des contrats esclavagistes. Donc, des tas de juristes français se battent sur ce terrain-là, en accord, hein, avec les nouvelles définitions de l'esclavage. Donc, il est inadmissible que ça soit légalisé, si tu veux, des choses comme ça. Et pourtant, nous sommes proches d'une éventuelle légalisation, non seulement en France, mais dans de nombreux pays, je dirais, occidentaux, avec les éléments que tu nous as donnés tout à l'heure. Dans ton livre, il est aussi question du lien qui se forme entre la grossesse pour argent et le trafic d'organes. Ah oui, et oui, parce que les ovules et le sperme masculin, on peut les considérer comme des organes. Au départ, il s'agissait de dons gratuits. Maintenant, non. Aux États-Unis, hein, c'est un marché comme un autre. Dans d'autres pays aussi, mais aux États-Unis, c'est officiel, complètement. Ce sont des organes comme les autres. En ce qui concerne ces trafics d'organes, on en est où exactement, puisque tu parlais du travail de juriste? Est-ce qu'il y a des groupes de recherche, de juristes justement, qui essayent d'imposer, je ne sais pas à quel niveau, puisque maintenant les États nationaux vont être conduits tout de même malheureusement à disparaître, est-ce qu'il serait possible d'envisager que des juristes travaillent sur le plan international pour proposer des textes de loi qui entravent ces trafics en tout genre, qui touchent à la personne humaine? Mais oui, bien sûr. Si tu veux, en théorie, hein, tout ce qui est greffe d'organes se passe dans la gratuité. Mais c'est la théorie. C'est-à-dire que le trafic existe et il doit être réprimé, comme la traite des blanches, la prostitution, tous les trafics d'humains en morceaux ou en entier, hein, ou en personnes vivantes sur pied, bien entendu.
Bon, ben ça, dans le monde entier, il y a la lutte là-dessus. Je voudrais préciser hein, qu'il y a aussi un phénomène très intéressant en Israël. Le pays pionnier en matière de GPA, en matière de trafic d'organes aussi, et en matière de légalisation de toutes ces choses à prétexte scientifique hein, dont nous traitons aujourd'hui, hein, qu'on va appeler globalement la GPA. Eh bien, c'est un pays où l'opposition à tout cela se développe aussi beaucoup. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et elle se développe dans quel type de couche de la société? Écoute, on a des livres de chercheurs israéliens qui sont très fermes pour dénoncer l'eugénisme, c'est-à-dire le racisme hein, qui est sous-jacent à tous les processus de GPA, puisque, comme je l'ai dit, hein, toutes ces manipulations, elles reposent sur le tri sélectif. Le tri sélectif, il te dit, il y a des êtres humains supérieurs et d'autres inférieurs. C'est évident. On ne trie pas pour regarder le moins bon. Non, on trie pour regarder le meilleur. Mais le critère du meilleur, eh ben, c'est un critère qui sera toujours de type raciste, hein, forcément. Donc, il y a des intellectuels très intéressants en Israël qui se battent là-dessus, et des juristes aussi, et des politiques. Donc, il y a du débat dans ce pays comme dans les autres, et c'est très bien. Et c'est très bien parce que partout, ça peut l'emporter. Alors revenons au cas qui nous intéresse parce que nous y sommes ancrés, c'est celui de la France. Est-ce que tu vois, en toute honnêteté, parce que c'est un peu une question qui fâche que je vais te poser, des perspectives concrètes de résister? Parce qu'il nous semble à nous que, désolé de le dire aussi brutalement Maria, parce que je te sais très sensible à la volonté de prendre en compte des subtilités que je ne prends pas forcément en compte toujours, mais ne te semble-t-il pas tout de même que nos élites islamo-catholiques sont un peu tièdes sur ces questions et on les attend tout de même toujours sur ce terrain pour nous aider justement à faire prendre conscience aux familles et à l'État éventuellement qu'il y a une limite au-delà de laquelle nous n'irons pas. Qu'en est-il, selon toi, de ces positions des élites islamo-catholiques que personnellement je considère extrêmement tièdes, voire même absentes? Bon, alors Farida, toi tu as été invitée au Vatican. Au Vatican, je pense qu'il y a une recherche hein, très sérieuse pour bien comprendre ces enjeux et essayer de faire les démarches les plus utiles. Le Vatican n'a pas pour vocation, si tu veux, de pousser une nation à la guerre civile. Il doit toujours chercher la meilleure solution possible. C'est normal, si tu veux, que le Vatican, de façon institutionnelle, ne soit pas ce qu'il y a de plus révolutionnaire et de plus avant-gardiste. Ça ne peut pas être la fonction du Vatican. Mais néanmoins, le Vatican pousse de toutes ses forces dans ce sens-là. La préservation de la vie, l'interdiction de l'avortement, qui est donc la base de tout et tout ça. Alors bien sûr qu'on voudrait que les évêques, les échelons intermédiaires dans chaque pays, soient plus résistants. J'ai envie de dire, le monde musulman, franchement, je le connais pas. Et effectivement, je me rappelle pas avoir eu mon attention attirée par une déclaration fracassante d'autorité musulmane disant la GPA est inadmissible. Et c'est bien ce que nous déplorons aujourd'hui. Hein. En tout cas, enfin, je ne connais pas bien ce milieu, ça va. Mais si tu veux, tout dépend de nous. C'est à la base de faire pression. C'est à la base de faire pression. Et moi, je ne cherche à convertir personne parce que ça aussi, ça fait partie des choses que je laisse à Dieu. Je lui laisse faire le travail. C'est lui qui sait. Hein, il a créé des athées, des agnostiques, des musulmans, des tout ceci, cela. Bon, il doit savoir pourquoi et le parti qu'il faut en tirer. Mais ce que je pense, hein, c'est que tout le monde peut se rejoindre sur certains sujets et que c'est ça qui est bien. Que beaucoup de gens sont freinés parce qu'ils sont en colère contre Dieu, parce que notre destin, il est vraiment dur à encaisser et à comprendre. Hein. Bon, on peut surmonter cette colère. On peut donc aller toujours plus loin. À mon avis, se mettre en colère contre le Vatican, c'est pas une solution, ça fait rien avancer. Pas forcément le Vatican que je visais. Moi, je disais qu'on ne trouvait pas en France, dans le cadre national actuellement, des réseaux avec lesquels nous pourrions effectivement envisager de lancer des actions pour protéger l'enfance sous toutes ses formes. Parce que manifestement, depuis le sein de la mère jusqu'à la scolarisation dite obligatoire, les enfants aujourd'hui sont en danger. Donc, nous ne trouvons pas, et c'est pourquoi nous avons lancé cette bouteille à la mer qu'est la route de la fidélité, de support médiatique
en provenance de nos élites islamo-catholiques ou de soutien financier toujours en provenance de ces milieux qui auraient la même conscience aiguë que la nôtre de devoir effectivement considérer que c'est une urgence aujourd'hui sur laquelle se mobiliser. Écoute, on est tout à fait d'accord. Moi, je ne voudrais pas faire le jeu des gens qui cherchent à affaiblir l'Église, tu comprends? Et c'est pas du tout dans ma perspective. Bien sûr, mais qui cherchent à le faire justement en faisant faire le sale boulot par d'autres. C'est un peu trop facile. Non, moi je veux fortifier l'Église. Je pense que c'est nous, les gens à la base, qui sont un peu plus conscients que d'autres, parce que pour des raisons qui relèvent du hasard ou de la providence, on a découvert qu'il y avait des horreurs dans ce domaine-là, ce que d'autres gens ne voient pas, c'est tout. Le clergé est souvent très désinformé, complètement ignare, même les évêques. Les questions que vous m'avez posées, qu'est-ce que c'est que la PMA, c'est quoi un ovule, tout ça, mais ces messieurs qui ont jamais été mariés, en plus, en général, ils n'ont même pas la réponse à ces questions-là. Ils prennent des grands airs, mais ils n'y connaissent rien. Donc c'est à nous de faire pression pour que les autorités intermédiaires, qui sont, de par leur position intermédiaire, toujours tentées par les compromis, parce que leur fonction n'est pas d'allumer une guerre civile, mais c'est à nous d'être radicaux, de pousser, de prendre des risques et de leur faire voir les choses en face. D'accord. Eh bien, nous avons ton point de vue sur cette question. Moi, je ne partage pas tout ce que tu as dit, mais aujourd'hui, c'est ton live et je tiens absolument à ce que tu puisses s'exprimer en paix tout ce qui peut effectivement te sembler être important à dire ce soir. Guillaume? Oui, bah, moi c'est pareil. C'est vrai que bon, j'aurais aimé peut-être voir plus de prêtres ou de clercs prendre la parole, en tout cas, sur ces questions. Sans parler d'action ou de choses comme ça, au moins nous éclairer un peu sur ce que c'est vraiment, peut-être nous lire des extraits bibliques qui peuvent nous en parler de manière détournée pour sensibiliser peut-être les populations qui les écoutent à ces questions-là. Enfin, le fait est que voilà, moi, ce votre que je raisonnement, voudrais, on comprend bien. Moi, il y a une question que j'aurais... Attends, excuse-moi Guillaume, je te laisse te poser ta question. Ce que je voudrais dire à Maria, pour ne pas m'occuper de l'Église catholique, mais des musulmans par exemple, et de nos pseudo-représentants, c'est que je voudrais au moins, ça leur coûterait finalement pas grand-chose, et en tout cas pas beaucoup d'argent, que de confirmer la validité de nos combats, de confirmer effectivement l'existence d'une culture de mort dans laquelle aujourd'hui les musulmans qui vivent en France sont touchés de la même façon que les Français de souche. Or, le problème que nous avons aujourd'hui, si nous assistons justement ou si nous insistons en particulier en direction de ces représentants soi-disant de l'islam en France, c'est qu'ils sont exactement dans le déni, voire dans le combat identique de celui du pouvoir contre nous. Donc là, on est un petit peu déstabilisé, on est un petit peu surpris, on se pose de nombreuses questions. Il n'est pas de UOIF, par exemple, qui considère que la théorie du genre est un sujet qui devrait être traité par ces structures et qui devrait se positionner lui-même comme organisme représentatif en lanceur d'alerte auprès des familles qui sont censées représenter. On est très très loin de cela. C'est-à-dire que dans le domaine de l'islam officiel aujourd'hui, on nous parque dans le domaine, si je peux m'exprimer ainsi, de la lutte contre l'islamophobie, sacrifiant toutes les questions sociétales, considérant que celles-ci sont des non-sujets. Et c'est ce que je déplore, c'est ce contre quoi aujourd'hui, dans le cadre de la route de la fidélité, je peux m'élever. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle les musulmans les plus conscients, parce que nous ne pouvons pas être tous conscients de la même façon dans une communauté ou dans une nation, à nous rejoindre, à témoigner, à nous soutenir pour dire qu'en effet, comme tu le dis très justement à la base, il doit se lever des femmes et des hommes, plus conscients que d'autres, pour prendre en charge ce problème, car en ce qui concerne nos élites, dont je prends la responsabilité de m'exprimer dessus, nos élites musulmanes, eh bien, elles sont aujourd'hui dans la collaboration avec cette culture de mort par complicité silencieuse, qui ne dit mot consent. C'est une loi universelle. Et nous sommes aujourd'hui à l'égard de l'UOIF ou du CCIF ou de personnalités musulmanes comme Tarek Ramadan, dans la légitimité de les interpeller, car la situation, comme tu le disais au début de l'émission, est extrêmement grave. Nous sommes à les interpeller pour leur dire, si vous ne dites rien, alors vous êtes complice de cette culture de mort mise en place par des pouvoirs qui désirent uniquement aujourd'hui faire de l'être vivant une marchandise. Alors Farida,
l'islam a beaucoup de chance d'avoir une personne comme toi, avec une telle énergie, pour secouer le cocotier, pour mobiliser les gens, pour rappeler tout le monde aux choses fondamentales. Vraiment, hein, les musulmans ont beaucoup de chance de t'avoir toi, Farida, pour leur redonner de l'espoir et du courage. Nous pouvons en faire beaucoup plus. Moi, je te remercie beaucoup pour ta bagarre. Personnellement, si tu veux, par rapport au monde chrétien, je ne veux pas me couper des gens ordinaires. Tu comprends? Des gens qui sont pas très conscients, mais des gens qu'on peut faire évoluer, qu'on peut aider à trouver des solutions à leurs propres ambiguïtés, à leurs propres contradictions. Pourquoi je ne suis pas attirée par les mouvements extrémistes qui voudraient vraiment dire le pape est un traître parce qu'il n'en fait pas assez. Non, le pape fait ce qu'il peut et il fait déjà pas mal. Il fait déjà pas mal et il faut garder au moins la fidélité à la structure hiérarchique de l'Église parce que c'est un bastion, c'est un rempart. Il faut le consolider, ce bastion, autant que possible. Et bien sûr, en le poussant de toutes nos forces, comme on le souhaiterait. Mais l'Église, elle avance beaucoup sur beaucoup de choses. Et elle avance dans le bon sens. Je pense, par exemple, au combat des prêtres d'Amérique latine dans les années 70 contre des dictatures militaires qui étaient elles-mêmes téléguidées par la CIA et qui ont massacré les populations paysannes d'une façon mais absolument monstrueuse, hein, comme au Vietnam. Hein. Eh bien, les prêtres catholiques de base qui protégeaient ces paysans, dans les années 70, alors les évêques les traitaient en marxistes, en affreux communistes et des choses comme ça. Eh ben non, le pape François maintenant, avec retard, mais ça représente l'Église, si tu veux, comme toute grosse institution, elle a toujours du retard à l'allumage pour tout. C'est normal. Une grosse machine, c'est comme ça. L'Église maintenant, eh bien, elle a béatifié Monseigneur Romero du Salvador, qui est le principal évêque martyr hein, qui protégeait les paysans. Eh bien, l'Église, elle est toujours cette force qui va être capable de permettre que la justice avance, même si elle a du retard à l'allumage. Il faut absolument la renforcer. Et je pense que dans chaque univers spirituel, dans chaque monde hein, où il y a des institutions religieuses, eh bien, il faut pousser les institutions existantes. Enfin, tu le fais très bien, Farida, tu le fais très bien, et si tu donnes quelques claques à droite et à gauche, c'est pas grave, ça fait du bien à tout le monde, ça réveille. C'est bon, on continue. Voilà. Et tu es bienveillante avec moi, Maria. C'est très gentil à toi de le dire de cette façon-là. On arrive au terme de notre émission, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose. Non, par toi-même, tu avais deux questions. Vas-y, Guillaume, alors. Parce que c'est vrai que là, pour l'instant, on a parlé énormément de cette question de la GPA au niveau des individus. En lisant le livre, il était question, je crois, en Amérique latine, d'une femme politique qui avait proposé qu'on puisse étendre la GPA des personnes physiques aux personnes morales. Donc est-ce que ça pourrait concerner des États, des entreprises, des armées peut-être, des milices, des structures religieuses? Parfaitement, oui. Mais s'il n'y a pas de résistance, oui, l'esclavage de masse hein, industriel et justifié par le patronat, il est là. Hein. Déjà, hein, Google, Facebook, Apple, d'autres entreprises hein, incitent les femmes qui travaillent chez eux à faire extraire leurs ovules, à les faire congeler de façon à ne pas tomber enceinte pendant qu'elles sont jeunes, avoir du rendement au boulot, hein, pas de congé de maternité. Puis quand elles seront vieilles là, on peut les mettre au rencard. Alors là, si elles veulent, elles récupéreront leurs vieux ovules congelés, elles les feront décongeler, fécondés par du sperme de je sais pas qui, bon, et on verra bien si ça fait des gosses. C'est déjà scandaleux, c'est monstrueux. Et les femmes, elles ont tendance à tomber dans le piège, hein, à dire oh c'est génial, je vais pouvoir réaliser toutes mes ambitions professionnelles, et puis ensuite quand je serai vieille, oh j'aurai des tas de petits bébés. Ouais, sauf que ça va rater, hein. Bien sûr. Dans presque tous les cas, tant pis pour elle. Elle ferait mieux de faire des gosses à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans. C'est là que la nature féminine fait de beaux enfants, des enfants forts. Et puis dire à leur mari, t'as qu'à bosser. Et puis voilà, donne-moi l'argent. J'ai gagné assez d'indépendance. Maintenant, je sais me défendre. Tu ne vas pas m'écraser, même si je ne gagne pas beaucoup d'argent ou même si je gagne moins d'argent que toi.
et je vais faire des gosses, comme ça nous aurons des gosses. Voilà. Très bien. Une dernière question. Alors bon, je pense que ce que vous avez dit pendant toute cette intervention va quand même balayer facilement l'argument. On entend quand même on va dire des milliardaires philanthropes ou des grands mécènes de la GPA comme Pierre Berger qui vont aller parler d'une GPA éthique. Entendant par là qu'une GPA non éthique serait ce qu'on voit actuellement, hein, des usines à bébés en Afrique, au Nigeria ou ailleurs, en Inde notamment, où des femmes sont violées parfois avec les moyens à l'ancienne, et puis ensuite on fait évoluer les bébés, puis on leur arrache des bras pour les vendre. Il serait question d'une GPA éthique, consentie librement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette notion, nous la définir, et puis nous expliquer s'il faut y porter crédit ou non? Et tu sais, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de solution dans la réalité. Il y a des problèmes insolubles. Quand on est devant le drame de l'infertilité galopante, des gens qui voudraient bien avoir des enfants mais qui ne peuvent pas en avoir. Bon. Quand on est devant un enfant qui a été fabriqué de façon complètement artificielle, mais qui est là, bien vivant, et qui donne du bonheur autour de lui, mais tu ne peux pas dire il aurait mieux valu qu'il n'existe pas, parce que c'est un produit d'une GPA commerciale abominable. Est-ce que c'est indispensable de réfléchir aux questions qui n'ont pas de solution? Tu vois, je crois que nous sommes dans l'histoire de la route de la fidélité pour essayer de réfléchir aux choses qui ont des solutions. Une société, une assemblée parlementaire, un pouvoir législatif, il va faire des bricolages plus ou moins heureux. Ce sera jamais des bricolages très intéressants, mais bon, les circonstances obligent à toutes sortes de positions médiocres. Mais si tu veux, moi je me battrai pas sur ces notions qui sont des impasses. De toute façon, c'est absurde. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'ils nous mettent devant, et c'est souvent le cas avec le pouvoir auquel nous avons affaire depuis des décennies maintenant, c'est la politique du fait accompli. Oui. Cette politique du fait accompli est extrêmement dangereuse parce qu'évidemment, d'étape en étape, nous nous retrouvons devant une société, devant une civilisation qui est contrainte par la politique du fait accompli d'accepter ce qu'elle ne veut pas. Alors, oui, comment et le fait accompli, c'est toujours une fraude, une énorme fraude. La question de la légalisation du statut des enfants nés par GPA est achetés par des parents français. Les parents français exigent que leurs gosses soient français. Ils ont commis une énorme fraude et ils vont faire pression pour que la loi reconnaisse le fait accompli. Pour le moment, il n'y a pas de parents qui aient à payer des amendes parce qu'ils ont violé la loi française qui interdit la GPA jusqu'à maintenant. Quand la loi française rend des décisions de justice sur ces questions-là, ça a été le cas l'année dernière, la Cour européenne des droits de l'homme peut casser la décision et ouvrir la porte à des cas de jurisprudence qui reviendront pratiquement en fait à légaliser la GPA en France, même sans en parler. Oui. Toutes les instances internationales veulent casser les législations nationales et donc imposer un droit purement commercial, un droit contractuel où on dit on vous propose une affaire, les deux parties sont d'accord, hop là c'est dans la poche, c'est légal, c'est terminé. C'est partout la même logique, dans chaque pays, ou contre chaque pays. Mais au Parlement, au niveau du Conseil de l'Europe, on a quand même un truc intéressant. Ils ont fait capituler la France sur cette histoire de la nationalité des bébés achetés à l'étranger, mais maintenant, ils s'opposent à l'extension de la GPA. C'est pas la même instance au niveau de l'Europe, mais ça veut dire que notre résistance, pas celle de notre petit groupe, mais la résistance en général, elle porte des fruits dans chaque instance. Le combat n'est pas perdu du tout. Du tout. C'est agréable. Tu parlais de référence à la Bible, qu'il faudrait étudier plus des cas de la Bible pour bien comprendre pourquoi c'est interdit. J'ai peur que ce soit très compliqué. La Bible regorge d'exemples qui sont franchement pas convaincants, qui sont très 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 difficiles à justifier. Il y a par contre une histoire merveilleuse, qui est une histoire qui rassemble les musulmans et les chrétiens, c'est l'histoire de la Sainte Vierge et de Saint Joseph. Ça, c'est le couple de références qui doit nous faire rêver. C'est un conte de fées, l'histoire de la Sainte Vierge et de Saint Joseph. Joseph, c'est un monsieur qui apprend que sa fiancée est enceinte,
dans la société où il vivait, normalement, une fiancée comme ça, bon, ben, on la met dehors et avec un peu de scandale parce que c'est quand même lamentable, c'est minable ce qu'elle a fait. Et ben Joseph, il est inspiré, en songe, en dormant, il a un rêve qui lui dit, écoute, garde-la ta petite bonne femme, ta petite fiancée, tu la gardes. Bon, il dit, allez, ok, d'accord, allez, je ferme les yeux, je fais comme si j'avais rien vu. Voilà. Et puis, donc, ce que nous appelons la Sainte Vierge, hein, Sainte Marie, Mariam, eh ben, elle a son petit bébé, ça va être le sauveur du monde. Ce n'est pas un hasard, c'est le sauveur du monde, justement, parce que il y a eu un monsieur, un Saint Joseph, qui a accepté d'adopter ce bébé qui venait de nulle part, disons, hein, pour parler en termes de gens qui sont pas particulièrement croyants. Et puis, cette petite jeune fille, cette petite fiancée, hein, qui s'est retrouvée enceinte, comme on dit, par l'opération du Saint-Esprit. Ah bah oui, c'est moins compliqué. Bon. Alors, on peut faire des blagues, on peut ne pas en faire, mais en tout cas, c'est une petite jeune fille qui ne s'est pas suicidée en voyant le malheur qui l'attendait, qui s'est pas dit « Ah, si seulement je pouvais avorter », qui a dit « Oh là là, bon ben voilà, je suis enceinte, on va faire comme si c'est le bon Dieu qui m'envoie ce bébé, et puis voilà, allez, hop là, j'écoute l'ange Gabriel qui me dit c'est très bien, et continue. » Mais c'est génial, et c'est ce qu'il faut faire tout le temps, toujours, partout. Tous les enfants, en fait, ce sont des enfants qui viennent comme ça du bon Dieu, et qu'il faut adopter, c'est-à-dire accepter, ne pas les considérer comme des propriétés personnelles, mais comme des cadeaux qui viennent du ciel, par des voies très mystérieuses, certaines prêtant à sourire, d'autres douloureuses, hein, parce qu'il y a des enfants qui naissent de viols, de situations de conflits très durs, très très terribles. Eh ben, on les accepte, et c'est ça qu'ils font les enfants qui sauvent le monde, c'est-à-dire qu'ils sauvent d'abord leurs parents, qui donnent un sens à la vie de leurs parents, et qui donneront du sens à la vie de tous ceux qui viennent après. Et voilà, c'est ça, des enfants bien solides, bien formatés, moralement, spirituellement, des enfants solides qui n'auront pas besoin de se jeter dans la drogue, dans la prostitution, et toutes les formes dérivées de la prostitution, ce qui est la règle dans notre société maintenant, dans toutes les expériences les plus funestes, et qui seront bien à leur tête, qui n'auront pas besoin de psy non plus, de personne, qui feront à leur tour des magnifiques couples, des magnifiques enfants, des magnifiques familles. Maria, on va se quitter là-dessus parce que l'histoire de Marie et Joseph est effectivement le dernier mot de cette émission. Merci de nous l'avoir de nouveau rappelé et merci d'en avoir tiré l'enseignement que tu viens d'en tirer. Je rappelle le titre de ton livre, donc, Marchandiser la vie humaine de Maria Poumier, qui est aussi un ouvrage collectif dans lequel d'autres auteurs ont écrit. Vous l'aurez à disposition notamment sur le site en ligne qui s'appelle Amazon, qui est une boutique en ligne, Marchandiser la vie humaine de Maria Poumier. Et puis, allez aussi, vous trouverez sur Internet, on va peut-être d'ailleurs le publier sur la chaîne YouTube de Farida Belgoul, pour l'appeler comme cela, le film que tu as réalisé, dans lequel tu as interviewé aussi des personnalités qui ont bien voulu se soumettre à tes questions et qui ont répondu avec expertise et bienveillance. Le fruit de nos entrailles que nous avons produit, Romane et moi, dans le cadre de la FAPEC, la Fédération autonome des parents engagés et courageux. Maria, tu es une personnalité, je dirais, précieuse et inestimable. Je souhaite que tu puisses partout, jusqu'à ton dernier souffle, te battre à nos côtés. Jusqu'à mon dernier souffle, toujours être à tes côtés. Merci. À demain, 21h30, pour un live avec monsieur Philippe Gendroc, qui vient de sortir son nouveau livre sur les vaccins, qui aura donc actualisé dans cet ouvrage les recherches qui sont les siennes sur la question de la vaccination. Philippe Gendroc avec moi et Guillaume demain, avec Guillaume et moi, avec Romane, Guillaume et moi, demain à 21h30, dans le cadre de la route de la fidélité. Maria, on t'embrasse très fort. Merci beaucoup, Maria. Et moi, je voudrais dire que je vous remercie vraiment de votre confiance. Vous donnez de la force à beaucoup de gens. Et c'est vraiment magnifique de pouvoir se sentir dans cette confiance. Alors, je souhaite à beaucoup de gens de rentrer avec nous par la pensée dans cette route de la fidélité, et nous faisons confiance au bon Dieu et à la Sainte Vierge pour nous donner les solutions. En tout cas, pour nous dire ce qu'il faut faire. Voilà, tout simplement. Qu'il vous entende. Bon. Que Dieu vous entende, que Dieu t'entende. Et je voudrais, pour finir, remercier Booble B62, un pseudo qui cache une personne extrêmement bienveillante. Si j'ai bien compris, c'est un juif converti au christianisme, oui, c'est ça, qui aujourd'hui s'engage à nos côtés, aussi également pour défendre les enfants et
ce que cela signifie comme combat, bien évidemment. Merci Bouble B62 d'avoir fait cet après-midi un live pour nous soutenir. Il l'a fait sur sa chaîne. Il s'est engagé à continuer à défendre les enfants de son côté, à nos côtés. Merci à tous. Bonne soirée. Maria, je te le redis, haut les cœurs. Gros bisous. Gros bisous. À bientôt. Merci Maria, à bientôt.